Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Si vous cherchez des infos pertinentes pour créer ou développer votre boîte, eh bien vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans Startup, le rendez-vous des entrepreneurs et des entrepreneuses, tous les mercredis en direct et en partenariat avec Madines. Aujourd'hui, on va faire plaisir à Arnaud Montebourg en recevant en fin d'émission la startup Les Petits Frenchies. Mais avant, on va découvrir comment fonctionne vraiment, c'est-à-dire de l'intérieur, un fonds d'investissement. Bonne émission à vous. Je vous propose aujourd'hui une plongée au fin fond des fonds d'investissement pour que vous puissiez mieux comprendre comment ils fonctionnent de l'intérieur et ainsi mieux répondre à leurs attentes si vous souhaitez un jour qu'ils investissent dans votre start-up. Et pour nous lever le voile sur le quotidien des VC, j'ai le plaisir de recevoir Marie Eklund, la partenaire chez Elaya Partners. Bonjour Marie. Bonjour. Alors, vous avez rejoint Elaya en 2005 et vous suivez entre autres les startups Scoopit, Tids ou encore Criteo. Et je rappelle que vous avez également cofondé en juin 2012 France Digital, qui est l'association porte-parole de la voix des startups auprès de nos gouvernants. Exactement. À vos côtés, Audrey Soussan. Bonjour Audrey. Bonjour Camille. Vous êtes pour votre part chargée d'affaires chez Ventech et Ventech aussi pour citer quelques startups de votre portefeuille, Viadeo, Webedia ou encore WeThings. Exactement. Et je rappelle que nous sommes en direct pour cette émission, donc allez-y de vos questions, de vos remarques ou de vos commentaires à nos invités du jour. Alors l'idée aujourd'hui, ça va être de raconter un petit peu quel est l'envers du décor de votre profession et de battre en brèche certaines idées reçues. Et d'ailleurs, idée reçue numéro 1, il paraît que les investisseurs sont souvent des hommes en costard et cravate. La preuve que non, c'est un métier qui change un petit peu. La preuve que non, donc pas que. C'est Ouais. vrai que c'est encore beaucoup le cas, mais c'est vrai pour la partie homme, c'est moins vrai pour la partie costard et cravate. Ouais. C'est pas les banquiers de Wall Street non plus, mais c'est se vrai féminise un petit que peu. ça se féminise, on est un peu les pionnières de ça et ça apporte à mon sens une grande liberté, c'est-à-dire que c'est à nous de définir la manière dont on pense que, que c'est qu'une capitale risqueuse. Et moi, j'apprécie beaucoup ça parce que du coup, on peut vraiment imprimer sa marque et sa manière de faire. Alors les métiers du fonds d'investissement, c'est la première partie de notre émission. Alors en vous invitant toutes les deux, je pensais naïvement que vous faisiez plus ou moins la même chose. Et bien pas du tout, Audrey, vous m'avez rappelé par mail, vous avez dit non, c'est pas du tout la même chose entre un partenaire et un chargé d'affaires. On va essayer de comprendre un peu justement quelle est la différence entre les deux. Marie d'ailleurs, c'est quoi les missions en gros d'un partenaire dans un fonds d'investissement ? Les missions d'un partenaire, alors c'est pas si segmenté que ça. Hein, faut pas, on a tous en fait en charge de la génération de deal flow, c'est-à-dire de faire arriver et étudier de bons dossiers par l'ensemble de l'équipe d'investissement. D'accord. Ce que va faire un partenaire, c'est plus l'idée de l'étude. Et puis ensuite suivre le dossier une fois qu'il a été négocié et que l'investissement a été réalisé. Suivre, ça veut dire concrètement qu'on siège au conseil d'administration et qu'on essaye d'accompagner le dirigeant et l'équipe fondatrice dans sa croissance et dans son développement. D'accord. Chargé d'affaires, Audrey, est-ce qu'il y a des grandes différences du coup ? Maintenant, comme disait Marie, en fait, pas tant que ça, on a à peu près les mêmes missions. Par contre, c'est vrai qu'il y a deux grands métiers au sein d'un fonds de capital risque. Je dirais qu'il y a le métier que tout le monde connaît, qui est celui d'investir dans des startups, investir dans des sociétés, suivre les lignes de portefeuille et les accompagner dans leur croissance. Mais il y a aussi un métier qui est un peu caché, puisqu'on est ici pour parler des coulisses des fonds, qui est le métier du suivi de nos propres clients, les investisseurs, puisque l'argent qu'on investit, c'est l'argent d'autres investisseurs. On va en parler justement, Donc ce métier-là est aussi très important, c'est le métier d'aller chercher ces investisseurs, d'aller les convaincre, les pitcher, tout comme les startups viennent nous pitcher, d'aller les pitcher sur notre stratégie d'investissement et puis également d'assurer le suivi de ces clients, donc c'est-à-dire ne pas oublier de leur envoyer des reportings, rester à leur écoute. Et donc ça c'est un métier qui est un peu caché et je dirais que dans un fonds, voilà, c'est les deux grands métiers. Il y a beaucoup de gens dans les fonds qui sont un peu cachés, qui est toute la partie middle office, back office, qui aide beaucoup sur cette partie-là. Et donc en front office, effectivement, il y a différentes hiérarchies, mais en soi, c'est pas si hiérarchisé que ça. Très concrètement, c'est quoi vos journées ? Alors il n'y a pas de journée type, j'imagine, mais vous êtes plutôt en recherche de start-up, en recherche de fonds. Comment est-ce que ça se passe le quotidien de Marie Eklund, par exemple ? Alors déjà, c'est pas mal rythmé par les conseils d'administration des sociétés que je suis déjà.
Et ensuite, il y a la rencontre de nouvelles entreprises, la participation éventuelle à des événements pour générer le deal flow. On n'est pas uniquement en réception de deal flow, mais il y a un gros travail de proactivité pour se faire connaître et pour détecter un peu des dossiers qui n'arriveraient pas spontanément. Et puis effectivement, il y a des parties dans la vie d'un fonds, Audrey l'a très bien souligné, qui sont plus quand on est nous-mêmes en levée de notre propre fonds, dans lesquels on va consacrer un gros bout de notre temps à aller faire des rencontres d'investisseurs et les pitcher nous-mêmes. Alors justement, c'est la deuxième partie de cette émission, le fonctionnement même d'un fonds. Et on va justement parler de quelque chose que peu d'entrepreneurs savent, c'est que les fonds lèvent aussi des fonds. Alors expliquez-nous comment... Et ça va leur faire beaucoup de bien de savoir ça. faut savoir on le vit aussi. Alors, comment ça se passe? On prend des noms avec des gens qui ne comprennent pas ce qu'on fait. Alors, c'est auprès de qui sont les personnes vers qui vous levez des fonds? C'est des investisseurs institutionnels, c'est des banques, racontez-nous. Alors nous, parce qu'en fait, il y a deux types de fonds de capital risque en France. Il y a ce qu'on appelle les FCPR, ça a changé de dénomination, mais globalement, des gens qui lèvent auprès d'investisseurs institutionnels, et d'autres typologies de fonds qui lèvent auprès de particuliers. Les FCPI? Les FCPI, exactement. Donc nous sommes des FCPR, donc nous faisons cette partie de levée de fonds auprès effectivement d'institutionnels. Donc ça va être soit des gens comme BPI France ou le Fonds européen d'investissement, soit des assureurs, des mutuelles, pour la partie vraiment investisseurs institutionnels, soit deux autres grandes familles qui sont des corporates, donc des industriels, qui eux-mêmes veulent faire de la veille, réfléchir à comprendre bien l'univers et également avoir un intérêt financier, parce qu'on fait aussi ça pour... Et puis des family office, c'est-à-dire des grandes familles françaises, voire des entrepreneurs à succès qui ont un propre patrimoine personnel. Une autre façon de le dire, c'est qu'il y a deux grandes catégories, les investisseurs financiers et les investisseurs stratégiques. Et comme le disait Marie, dans les investisseurs stratégiques, c'est vraiment des gens qui vont s'intéresser aux nouvelles technologies, les secteurs que nous on regarde, qui vont vouloir faire de la veille en fait à travers notre réseau. Et les investisseurs financiers qui vont être purement intéressés par les performances, ils ont des liquidités très long terme et les investissent dans les fonds de capital risque. Et donc, comment est-ce que vous les pitchez? C'est quoi qu'est-ce qui leur parle? Est-ce que c'est la même façon qu'une startup vient vous pitcher, ou quels sont les critères qu'ils regardent dans un fonds? Oui, c'est vrai que c'est pas très différent, dans le sens où nous aussi, il faut qu'on trouve une stratégie qui est différenciante. Alors bien sûr, donc Elaya comme Ventec, on est des fonds qui existe depuis longtemps. Ventec, c'est un fonds qui a plus de 16 ans. Donc effectivement, on en est à notre 4e fonds, ce qui fait qu'on a déjà 3 générations de fonds sur lesquels on peut montrer nos performances. C'est rassurant pour un investisseur. Mais dans tous les cas, on va aussi créer une stratégie qui est savoir quel est le secteur dans lequel on investit, quelles sont les maturités d'entreprises dans lesquelles on investit, quelles sont les géographies d'investissement. Et ça, chacun des fonds a vraiment sa stratégie. C'est important parce que pour les startups ou les entrepreneurs, quand ils viennent lever des fonds auprès de nous, parfois on dit non, on n'est pas intéressé. Ça ne veut pas dire du tout que la société n'a pas d'intérêt ou ne peut pas être successful. Par contre, ça peut vouloir dire qu'elle ne rentre pas dans nos critères d'investissement, ceux auxquels on s'est engagé auprès de nos clients et investisseurs. Et comment est-ce qu'on choisit justement ce positionnement? Est-ce que c'est en fonction de vos affinités, des appétences des personnes qui travaillent dans le fonds, ou est-ce que c'est stratégique? Dites-moi. Il y a déjà tout l'apprentissage des précédents fonds, c'est-à-dire là où on a été meilleur, là où on pense qu'il y a vraiment du potentiel. Donc il y a typiquement des grands choix à faire qui sont: est-ce qu'on investit au démarrage des entreprises ou est-ce qu'on investit quand elles sont très matures? Et donc ça va dépendre beaucoup d'un savoir-faire qui a été développé en interne. Et ensuite, ce qu'on a vu depuis 10 ans, c'est qu'on est passé de fonds généralistes qui faisaient à la fois de la biotech, de l'économie numérique, ou de la clean tech, à des fonds et des équipes qui sont globalement beaucoup plus spécialisées. Donc nous, typiquement, on ne fait que de l'économie numérique. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'il faut être très pertinent dans l'analyse des risques et des opportunités sur chaque dossier. Et pour ça, on a besoin de capitaliser sur tout ce qu'on a fait dans les dossiers précédents, etc. Il y a un dernier critère qui est important pour les investisseurs dans leur choix, c'est l'équipe. C'est comme nous quand on investit dans un dossier. C'est pareil, Et donc, ils nous demandent, tout comme nous demandons aux entrepreneurs de mettre de l'argent dans les fonds à titre personnel, d'être très impliqués.
Et puis, ils font là aussi des références. Donc, ils appellent tous nos entrepreneurs pour dire est-ce que vraiment cette personne-là, elle apporte de la valeur? Est-ce que c'est un bon board member? Est-ce que, etc. Finalement, c'est aussi compliqué. Ça prend autant de temps. C'est aussi compliqué qu'un entrepreneur qui lève des fonds. Ce qui nous rend assez humbles, en fait, parce qu'on comprend très bien leurs problématiques. Est-ce que vous avez des comptes à leur rendre? J'imagine évidemment que oui. Est-ce qu'eux, ils regardent un petit peu votre portefeuille? Est-ce qu'ils interagissent aussi sur ça m'adressait les startups, sur les startups qui potentiellement peuvent rentrer ou que vous voulez faire rentrer? Est-ce qu'ils ont un droit de regard là-dessus? Non. Non? Non. C'est-à-dire que ce qui peut arriver de plus contraignant, c'est quand il y a des investisseurs stratégiques qui disent moi, l'argent que je mets, j'aimerais bien qu'il soit dédié à, mettons, un bout sur la sécurité informatique ou externe. Donc, il y a des contraintes sur un bout du fond d'un point de vue plus sectoriel parce que certains des investisseurs veulent qu'il y ait vraiment un regard plus particulier là-dessus. C'est notre métier, c'est pour ça qu'ils font appel à nous, c'est pour choisir les bonnes startups et puis bien les accompagner dans leur croissance. Donc finalement, considèrent qu'ils ne sont pas capables de le faire tout seuls, donc c'est vraiment notre métier à nous de le faire. Après, ils peuvent être mis dans la boucle, effectivement, surtout les investisseurs stratégiques, quand il y a un intérêt sur leur propre business. La question classique, comment est-ce qu'un fonds gagne de l'argent? C'est à la sortie d'une start-up, c'est ça, le revenu majeur d'un fonds d'investissement? Est-ce qu'il y en a d'autres? Comment l'équipe de gestion, nous, ou comment nos clients gagnent de l'argent? C'est un peu pareil, non, j'imagine, non? Alors exactement, donc c'est pareil, sauf qu'au quotidien, il faut bien vivre. Donc la manière dont nous, on a de nous payer nos salaires, c'est de prélever une commission de gestion sur les flux qu'on gère. Donc ça, c'est le quotidien. Mais effectivement, c'est un métier d'alignement d'intérêt complet sur toute la chaîne de valeur. Donc comme ils nous demandent de mettre de l'argent à titre personnel dans le fonds pour que s'ils perdent de l'argent, on en perde aussi à titre personnel, de la même manière, on a des actions spéciales qui font que si on leur fait gagner beaucoup d'argent, on gagnera beaucoup d'argent. Et la manière qu'on a de gagner de l'argent, c'est que les actions des entreprises dans lesquelles on a investi prennent de la valeur et qu'on les vende beaucoup plus cher que le prix auquel on les a achetés. Alors justement, à quel moment est-ce qu'on doit sortir? Je pense pas Criteo qui vient d'investir, qui vient d'intégrer le Nasdaq, Cocorico. Est-ce que c'est là où vous avez gagné de l'argent ou est-ce que vous restez encore dans l'aventure parce que potentiellement elle peut encore croître? Comment ça se passe? Alors sur Criteo, donc il y a certains trucs que je ne peux pas raconter parce que je suis encore au board et c'est une société cotée, etc. Mais le principe même, en fait, ou notre start-up, on peut-être pas obligé de prendre Criteo aussi. C'est que on doit effectivement vendre des actions. Dans le cas d'une société cotée, il y a des contraintes de liquidité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vendre 100% des titres qu'on a maintenant tout de suite à un bon prix. Il y a une liquidité qui s'organise et qui fait que de toute manière, ça prendra un certain temps avant que l'ensemble des investisseurs financiers aient vendu leurs actions, indépendamment d'un choix stratégique interne qui est de dire est-ce que je pense qu'il faut vendre maintenant ou vendre plus tard. De toute manière, on ne pourrait pas, si je voulais vendre tout de suite toutes les actions que j'ai de Criteo, je ne pourrais pas le faire. C'est combien le temps, le délai, la durée dans une start-up d'investissement pour un fonds en moyenne? Alors peut-être juste pour complémenter ce que vient de dire Marie, il ne faut pas rester ciblé sur intéressé par l'introduction en bourse, dans le sens où il y a plusieurs façons pour une société de gestion de vendre ses actions, les actions qu'elle détient dans les entreprises. Donc oui, l'introduction en bourse, c'est quelque chose qui est très mis en avant dans le cas de Criteo, dans le cas de Viadeo qui a annoncé aujourd'hui aussi son introduction en bourse. Mais effectivement, on peut aussi vendre la société à un acquéreur, quelqu'un qui est intéressé par acheter 100% des parts et donc nos actions avec. Dans ce cas-là, il n'y a pas les mêmes contraintes de liquidité puisqu'on vend tout de suite nos actions. Et combien de temps? Le temps qu'il faut pour accompagner la société jusqu'à ce que… 5-8 ans généralement. 5-7 ans, oui, voilà, exactement. On est aussi un peu contraints parce que nous, nos investisseurs réclament aussi leur… Voilà. Donc effectivement, 5-7 ans, je dirais que c'est la moyenne, mais ça dépend beaucoup aussi de la maturité de la société au moment où on investit dedans. Troisième partie, celle dont les entrepreneurs sont peut-être les plus familiers, c'est le processus même de levée de fonds. Alors l'idée, c'est de voir quel est justement votre rôle et votre quotidien dans ce processus. Audrey, par exemple, est-ce que vous pouvez me raconter le cheminement chez Ventech en précisant bien aussi votre rôle à chaque étape dans un processus de levée de fonds pour une start-up cette fois-ci?
C'est très simple, il y a 4 phases principales dans le processus de levée de fonds. La première phase, c'est vraiment, en tant qu'entrepreneur, je vais envoyer au fonds mon executive summary ou mon teaser, c'est-à-dire un petit descriptif de la société. Ouais. Ça va être le pour premier lien, voilà exactement, l'introduction. Sachant que cette phase-là, elle peut être bypassée à partir du moment où je vous rencontre entrepreneur dans une conférence, qu'au-delà de nos journées, il y a aussi beaucoup de soirées qui sont prises pour aller rencontrer, partir à la rencontre de ces entrepreneurs. Donc ça, c'est la première phase où vraiment, moi, en tant que chargée d'affaires, les analystes et aussi les partenaires de Ventec vont s'intéresser à qu'est-ce qu'on fait à ce stade-là. Est-ce que ça rentre dans nos critères d'investissement et est-ce que ça nous intéresse suffisamment pour qu'on fasse un premier meeting avec le management, sachant que, comme l'a évoqué Marie, l'équipe, c'est vraiment un des clés. Un des principaux facteurs pour nous de décision. Donc rencontrer l'équipe, avoir envie de rencontrer l'équipe, c'est une première étape importante. Suite à cette étape-là, une fois qu'on a décidé de rencontrer l'entrepreneur, donc là il y a un premier meeting où on va plus sentir vraiment la vision de l'entreprise, les ambitions. Et donc suite à ce premier rendez-vous, on va reprendre une autre décision. Est-ce qu'on continue le processus d'analyse de la société ou est-ce qu'on décide encore une fois que ça ne rentre pas dans nos critères ou que ça ne nous correspond pas comme investissement. Et à partir de ce premier meeting, si il est positif, là on rentre dans un processus qu'on appelle de due diligence. En fait, c'est une analyse détaillée de la société que nous on va faire, qui est une analyse de l'équipe, donc en faisant des références calls, en essayant on essaye de s'interroger sur la qualité, les compétences de l'équipe et est-ce qu'ils ont les moyens de leur ambition. On fait aussi des analyses financières, c'est-à-dire qu'on va se poser la question de quels sont les résultats financiers de la société passée, quels sont les forecasts, les prévisionnels exactement. Au-delà de l'équipe et du financier, il y a de temps en temps aussi des études technologiques, c'est-à-dire que s'il y a un asset technologique qui est très fort dans la société, on va demander à des experts de venir le valoriser. Et puis, donc c'est un audit vraiment très détaillé, très poussé. Alors audit, on pense tout de suite financier, mais en fait effectivement c'est à plusieurs autres, exactement, c'est assez transversal. Et puis aussi, sans oublier, on va faire beaucoup d'études sur le secteur, le marché, en fait, comment la société peut se positionner dans ce marché. Pour ça, souvent, on fait des appels d'experts. Nous, on a tout un réseau grâce à notre expérience et notre longue vie. Donc, on s'est créé tout un réseau d'experts qui viennent nous aider à comprendre comment la société pourrait se positionner dans un marché existant ou comment le marché naissant pourrait exister à terme. Alors, je vous propose justement, pour résumer un petit peu tout ce que vous venez de dire, il y a sur SlideShare une très bonne présentation de France Digital notamment qui explique toute cette phase. Je ne sais pas si on peut la diffuser à l'écran. Voilà. Alors c'est un petit peu, je vous invite à aller voir directement sur Internet, mais en effet, on voit bien le processus avec à chaque fois, on voit bien 40% out, 90% out. Enfin, il y a un écrémage qui se fait et au final, si on calcule bien, ça fait plus beaucoup de pourcentage de chances d'investir dans sa startup. Comment est-ce que ça se passe justement je crois que c'est 0,48% des chances. Vous recevez 1000 dossiers, je crois, par an, ce qui ne fait pas beaucoup, et vous faites 5 ou 6 deals. C'est quoi là, on va donner des tips aux entrepreneurs. C'est quoi les bons conseils justement pour maximiser ses chances de succès? D'abord, une première chose, c'est que quand on voit ces pourcentages-là, ça veut dire qu'on dit non à des bons dossiers. Ouais. On dit non à des bons dossiers et deux, on se trompe parce que c'est pas un métier, c'est pas une science exacte où on se dit on a une grille d'analyse où on a coché toutes les bonnes cases et du coup c'est sûr ça va être un carton. On est sur de l'humain, on est sur de l'innovation, on est sur de l'anticipation et donc forcément il faut accepter dans ce métier-là et du coup il faut le comprendre d'un point de vue investisseur, un point de vue entrepreneur pour bien comprendre la portée d'un non, c'est que ce n'est pas on se trompe quoi. Et ce qui est important, c'est de trouver des gens qui partagent la même vision parce que là, on peut accompagner, on peut accepter de prendre les risques, etc. Et l'interprétation d'un fonds par rapport à l'autre peut être drastiquement différente. Bien sûr. Et donc, moi, j'aime beaucoup, pour illustrer vraiment cette idée que ce n'est pas une science exacte, il y a le fonds Bessemer Venture Partners qui a mis en ligne son anti-portfolio, donc toutes les super boîtes qu'il a vues et auxquelles il a dit non avec les raisons. Il y a Google, il y a Cisco, eBay, enfin c'est incroyable, il est passé à côté de beaucoup. Et à chaque fois, il donne les raisons et effectivement, à l'époque, on pouvait croire que c'était des bonnes raisons, etc. Et donc, il faut comprendre ça déjà pour se dire que si on a un non, c'est finalement pas la fin du monde et ça ne veut pas dire que le projet n'est pas bon et qu'il ne faut pas continuer. Comment la décision se fait en interne? Est-ce que c'est une décision collective entre les différentes
personne du fonds, ou est-ce que c'est la personne chargée d'affaires qui suit le dossier, qui prend la décision et qui s'engage un petit peu en son nom sur cette boîte? Comment est-ce que ça se passe? Chaque fonds a un peu son fonctionnement, mais c'est vrai que la plupart des fonds fonctionnent en partnership. Donc, il y a un comité d'investissement à la fin de l'analyse de la société. Lorsque le partenaire qui porte le projet décide de le présenter au reste du comité. Et là, donc c'est vraiment une décision commune qui est prise par tous. Et donc, la société se défend devant ce comité. D'accord, ok, très bien. Il faut une adhésion de tout le monde. Pas forcément de tout le monde, mais en tout cas d'une majorité des gens. Parce que de toute manière, il y aura des difficultés, il y en a sur l'ensemble des sociétés qu'on a, et il faut pouvoir asseoir derrière une stratégie de fond sur les différentes entreprises qu'on a. D'ailleurs, c'est vrai que c'est intéressant de dire qu'au sein d'un fonds, il y a plusieurs profils différents, je sais que ce soit les partenaires ou les chargés d'affaires. On a tous en fait soit un amour pour un certain secteur ou une connaissance spécifique dans certains secteurs. Et donc du coup, au sein du fonds, effectivement, il y a des débats. C'est-à-dire que oui, mais pourquoi toi tu penses ci, etc. Et donc il faut convaincre les gens. Et en fait, dans chaque fonds, l'entrepreneur peut trouver finalement son sponsor, c'est-à-dire celui qui pourra plus facilement convaincre. Son ambassadeur qui va essayer de changer la vie des On a des profils très différents au sein des fonds. Il y a des financiers purs, il y en a qui sont spécialisés dans des secteurs spécifiques. Il y en a qui ont une compétence plus business, d'autres plus l'important finalement, de ce que je retiens, c'est qu'il faut bien cibler la personne pour la start-up en amont qui... Franchement, on est partout, c'est-à-dire que c'est la même volonté, nous, de rencontrer des bons entrepreneurs que les entrepreneurs de nous rencontrer. Il faut trouver son sponsor, c'est ce que tu dis, dans le fond. Oui, mais ce sponsor, on peut le trouver facilement. Il ne faut pas penser que c'est deux marchés complètement différents, qu'il y a les entrepreneurs d'un côté, les fonds de l'autre. Enfin, je pense que Marie aussi, on passe beaucoup de temps dans des soirées, des conférences, des événements qui sont dédiés pour partir à leur rencontre, essayer de se comprendre, savoir s'il y a un match possible. Donc il ne faut pas hésiter pour un entrepreneur, si ça peut être un conseil, de venir vers nous. Alors justement, on va voir la vidéo, le témoignage de Édouard Petit, le cofondateur de Bunker, qui vient de lever 1 million d'euros. On va voir justement son avis sur son processus de levée de fonds. On en reparle, on la voit et on en parle juste après. De vous parler. Donc ça, c'est quelque chose, peut-être le premier enseignement, c'est de ne pas se mettre en mode levée de fonds et d'aller frapper à toutes les portes. C'est surtout de bien travailler son produit, de bien travailler son acquisition, de faire en sorte qu'on atteigne bien le momentum pour qu'à ce moment-là, les gens viennent vers vous. Et ça, c'est très compliqué à travailler, mais c'est ce qui fait la différence entre une bonne et peut-être une mauvaise. Alors qu'en pensez-vous justement de cette vision de Édouard qui dit que voilà, au lieu d'aller faire la cour au fond, il faut aussi laisser peut-être les fonds venir vers soi et rendre un peu la mariée, entre guillemets, plus belle. Qu'est-ce que vous en pensez de ce témoignage? En tout cas, une chose est sûre, c'est que de toute manière, on a besoin pour rencontrer un investisseur d'avoir une histoire à raconter. Et l'histoire, il faut qu'elle se traduise, que ce ne soit pas uniquement de la projection. Si elle peut s'appuyer sur un historique, une traction, une dynamique qui est là, c'est beaucoup plus favorable. Et si dans le cours des conversations avec les investisseurs, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent et qu'on sent cette dynamique-là, parce que la discussion avec un investisseur dans le cadre d'une levée de fonds, elle dure 3 mois avant d'arriver à une term sheet, peut-être un peu moins sur les dossiers très amont, mais ça prend quelques semaines, un petit peu de temps, donc il faut qu'on sente cette dynamique. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, juste un point, c'est que effectivement, c'est vrai qu'il y a des momentum. Souvent, il y a des secteurs qui sont mis en valeur pendant un temps très spécifique où il y a beaucoup d'investisseurs qui investissent dans ces secteurs. Mais il y a aussi des contre-exemples. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire que si je ne suis pas à la mode en ce moment parce que je ne suis pas le secteur à la mode, dans ce cas-là, non, tout n'est pas terminé. Juste pour citer une des sociétés de notre portefeuille qui est WeThings, qui travaille dans les objets connectés. Aujourd'hui, tout le monde parle des objets connectés. Quand on a investi il y a 3 ans, ce mot n'existait pas. Donc, je pense que le job de l'entrepreneur, c'est aussi d'inventer un marché, d'innover, quoi. Alors, on est un petit peu en retard, on va prendre les questions d'internautes. Diane nous demande, que faites-vous si un investissement s'avère décevant? Céder, changer le management, comment ça se passe? Parce que forcément, toutes les startups ne sont pas des Criteo et des WeThings en puissance. Comment ça se passe, si ça se passe mal? Alors, nous chez Elias, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse toujours une deuxième chance. C'est-à-dire que Criteo, c'est une belle histoire aujourd'hui. Ça a été une foirade pendant 2 ans. Donc, c'est important de laisser une deuxième chance aux gens avant de pouvoir prendre une décision. En revanche, ce qui est aussi important, c'est que les échecs les plus vite arrivés sont les plus facilement surmontés. Donc, s'entêter pendant 2, 3, 4 ans,
c'est à la fois pour l'investisseur et pour l'entrepreneur quelque chose dont on a du mal à se remettre. Et en revanche, après, sur les questions de changement de management, etc., alors il y a des histoires personnelles qui font que des fois les gens s'en vont, peut y avoir des conflits. Moi, dans ma carrière, j'en ai pas changé un, donc je pense plutôt que c'est plus important de se dire, donnons-nous les moyens d'y arriver ensemble en se donnant un peu de temps, et puis si on n'y arrive pas, on se quitte nos amis. Et voilà. Comme on l'a montré tout à l'heure, nos intérêts sont très alignés avec ceux des entrepreneurs, donc finalement c'est un travail main dans la main, on décide ensemble des suites de la société. Il y a aussi une question qui se pose, c'est forcément les belles entre guillemets startups, ou en tout cas celles qui ont le plus gros potentiel, forcément les fonds ils vont être en concurrence dessus. Est-ce que c'est quoi? C'est une relation de confraternité ou de concurrence entre les fonds? Ça dépend, j'imagine, des moments dont vous co-investissez. Ça s'appelle la coopétition. La coopétition, c'est ça, ouais. Parce qu'on est très souvent partenaires sur certaines de nos entreprises et on a besoin du coup de travailler ensemble parce que c'est vraiment un métier où on a tous intérêt à ce que les sociétés se développent. En revanche, la vraie concurrence qu'on peut avoir, c'est à la fois quand on rentre dans un deal, mais souvent on peut finir en co-investissant plusieurs fonds ensemble, ou plutôt pour la levée de fonds avec les clients où il n'y a pas tant d'argent que ça dans le secteur, donc là on est réellement en compétition. Dernière question, après on passera au money time de cette émission, elle est peut-être un peu plus personnelle. On dit souvent que la passion d'entreprendre est contagieuse. Vous, à force de rencontrer des entrepreneurs au quotidien et de vivre pratiquement leur aventure, à leur bord en tout cas, est-ce que ça ne vous donne pas envie de créer votre boîte aussi, vous, des fois? Moi, ce qui fait que je suis passionnée par mon métier aujourd'hui, c'est justement parce que je me sens incapable de créer une société toute seule. Et donc, pouvoir aider ces entrepreneurs dont je suis fière et qui m'impressionnent, en fait, c'est vraiment ça ma passion. Le jour où je me sentirai capable de le faire, alors là, il faut que j'arrête mon métier. Ah, d'accord. Marie, pas d'idée de création de boîte on verra. Amine, une dernière question, nous demande quelle est pour vous l'équipe idéale? Le nombre de personnes qui la composent est-il important? 2 personnes est-il suffisant? CTO, CEO, voilà. Donc, sur la question de l'équipe, en 1 minute. Filles, avec des maths. Non, y a pas de... c'est plus facile à plusieurs. Ouais. C'est plus facile à plusieurs et c'est bien que les gens soient complémentaires. D'accord. Voilà, pour faire très simple, pour répondre à Amine. Merci à vous d'avoir répondu à toutes ces questions. On passe maintenant au Money Time de cette émission et c'est la startup Les Petits Frenchies qui va venir nous pitcher. Money Time, c'est un coup de projecteur sur une jeune start-up et aujourd'hui nous recevons Thibaut Malcourt des Petits Frenchies. Bonjour Thibaut. Bonjour. Alors expliquez-nous ce que vous faites, les Petits Frenchies, c'est quoi? Alors les Petits Frenchies, c'est un web magazine, une e-boutique et depuis peu un showroom qui met en avant le meilleur des jeunes marques et des tendances françaises. D'accord, donc c'est que du Made in France ou marque française? Non, pas que du Made in France, marque française. Grosso modo, on a entre 30 et 40% de Made in France sur le site. D'accord. Mais on ne s'est pas limité qu'au Made in France. Donc la stratégie, c'est le webzine qui est en fait un peu... c'est la porte d'entrée. C'est la porte d'entrée du content un peu. On est vraiment créateur de contenu, on est média avant d'être e-commerçant et on croit vraiment beaucoup à ce positionnement-là. Donc on fidélise à travers le contenu concret. J'ai une équipe rédactionnelle en interne qui crée du contenu original tous les jours autour des produits et des tendances. D'accord. J'imagine que votre business model est basé sur l'affiliation du coup, non? Vous prenez des commissions sur les objets que vous vendez? Oui, qu'on vend en direct sur notre e-boutique, exactement. D'accord. J'ai vu aussi que vous avez ouvert, c'est tout chaud, tout récent, en plein dans l'actu, un showroom. Exact, ça a une dizaine de jours. Un showroom. C'est intéressant pour vous de mêler le online et offline? En fait, ça rentre dans notre positionnement qui est volontairement très qualitatif. Comme je le disais, on n'est pas un catalogue produit, on est vraiment un créateur de contenu autour de ces marques et de ces tendances. Et pour nous, le showroom, finalement, c'est une couche supplémentaire en termes de service pour l'internaute qui voudrait venir découvrir les produits en vrai. Et en l'occurrence, le showroom est ouvert tous les mercredis en fin de journée au grand public, enfin aux membres des Petits Franchises. Voilà, on est à Paris en justement à l'image, alors pas le showroom, mais en tout cas votre site internet, le webzine comme vous dites. L'idée c'est quoi? C'est de mettre en valeur les créateurs, de mettre en valeur les marques que vous allez vendre plus tard? Qu'on vend directement. Une nouvelle fois, on ne met pas en avant le produit brut simplement. On met aussi en lumière le fondateur. Il faut vraiment qu'il y ait l'ADN et la philosophie de la marque et du concept qui puisse vraiment transparaître au sein du web magazine. C'est vraiment important pour nous.
et c'est vraiment notre axe de différenciation. On est pro-entrepreneur français. D'accord. Alors on parlait des fonds d'investissement tout à l'heure. Alors vous avez levé vous 300 000 euros 300 000 euros, le mois dernier, il me semble. Ouais, ça date au mois de mars. D'accord. Donc c'est assez récent. L'idée c'est quoi? C'est d'accélérer parce que ça marche donc ouais, ça marche, ça se développe très vite. On a une communauté grandissante de façon en plus très naturelle et très virale. Donc on est ravis de ça. Maintenant il faut appuyer, il faut se renforcer. Et puis le développement c'est quoi? C'est l'étranger, c'est d'autres boutiques? On a une stratégie qui est en train d'être mise en place pour l'international. Le web magazine sera très bientôt traduit en anglais. Donc évidemment ça c'est une grosse piste. Et puis se développer aussi évidemment à l'échelle nationale. On s'inscrit vraiment sur le fait d'avoir une communauté active. On va pas faire de campagne e-marketing héroïste pur. L'objectif c'est l'acquisition de membres fidèles sur la durée à qui on produit du contenu, pour lequel on produit du contenu qui a vraiment du sens. D'accord. Marie, Audrey, est-ce que vous avez un avis sur les petits franchises que vous connaissez? Qu'est-ce que vous en pensez de ce business model original pour le coup, de faire attirer les internautes par le biais d'un magazine? Moi, je connais bien, c'est une expérience utilisateur très, très intéressante, donc félicitations. Et puis d'autre part, vraiment ce lien entre le média et l'e-commerce, c'est vrai que c'est très intelligent, c'est une piste qu'on a beaucoup étudiée aussi chez Ventech. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a deux façons d'acheter, soit vraiment j'achète pour le prix, et dans ce cas-là, c'est une bataille des prix, les marges se réduisent petit à petit entre les concurrents qui se battent, et soit on arrive à trouver une valeur ajoutée, en fait, le site de e-commerce arrive à trouver une valeur ajoutée, le média, c'est une super piste pour ça. Finalement, quand on va acheter, il faut aussi qu'on aille s'inspirer. Et s'inspirer par le média, c'est une très bonne façon, une très bonne porte d'entrée. Exactement. C'est positif. Les petits franchises en tant que marque, finalement, en tant que label. Voilà, c'est un label. Il n'y a pas de marque, vous ne faites pas de. C'est de la sélection de produits. Oui, c'est de la sélection de produits. Après, on a en projet, on en a déjà fait quelques produits co-brandés, mais c'est de la sélection de produits. D'accord. Un avis peut-être, je ne sais pas. Non, mais en fait, cette convergence média e-commerce, on la voit nous beaucoup parce que les gens doivent créer une marque. Et donc, on arrive très souvent dans des modèles comme ça. Moi, j'aime beaucoup une société qui s'appelle Nastigal aux US, ou qui a vraiment réussi à faire ça. En fait, c'est un site, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire c'est un site de e-commerce. D'accord, ils ont. Et à la base, et par la sélection de produits, en fait, donc par de la curation. Au démarrage, c'était une fille qui allait chiner dans les trucs de vintage et qui mettait en ligne les produits. Donc, il y a une tonalité, il y a vraiment une marque dans la sélection elle-même des produits, donc ce qui est un petit peu la même chose. Et derrière, elle avait rajouté une couche d'éditorialisation. Et les filles viennent 3 fois par jour sur le site. Et il y a du offline même e-commerce. Donc vraiment, moi je crois beaucoup effectivement à cette idée qu'il faut faire une marque, mais après, il y a beaucoup de problématiques de scalabilité qu'il va falloir gérer. Évidemment. Voilà. On est sur le coup. Alors, je rappelle, vous avez quand même, vous n'êtes pas votre première entreprise, vous avez créé SoWeTrip, une première start-up que vous avez revendue à Easy Voyage. Ouais. Vous n'êtes pas resté très longtemps chez Easy Voyage, ça vous démangeait de créer une autre boîte, c'est ça? C'est gratter un peu de partout. Non, mais les entrepreneurs dans l'âme, c'est voilà, non, mais concrètement, j'ai intégré Easy Voyage. J'ai passé un peu moins de 2 ans chez Easy Voyage, quasiment 2 ans. À mon intégration, Jean-Pierre Nadir, qui est le fondateur de Easy Voyage, avait clairement en tête le fait que je ne resterais pas, je ne ferais pas forcément carrière chez Easy Voyage. Après, c'est vrai que ça m'a assez vite démangé, et en fait, j'ai lancé le web magazine en parallèle. Je m'en occupais dans un premier temps le soir et le week-end, mais ça a très vite pris. Donc, à un moment donné, il fallait faire le choix. Et c'est vrai que le choix était relativement vite fait, même si j'ai vraiment beaucoup appris. L'expérience Easy Voyage était très très bonne. Après les 2 ans et demi de start-up, ça permettait d'être chez un industriel avec une vision héroïste, forte. Donc voilà, c'était vraiment une... Et une petite dernière question, justement, vous me parlez de fonds tout à l'heure et de levée de fonds. Est-ce que le fait d'avoir revendu une boîte précédemment, ce qui est finalement assez rare dans le monde des startups, est-ce que ça vous a aidé justement pour lever des fonds Je pense que c'est mon expérience globale, même si elle est courte, parce que ça fait pas 20 ans que je suis dans le métier. Mais voilà, grosso modo 4-5 ans. Et c'est vrai que j'avais levé des fonds aussi pour SoWeTrip, parce qu'on avait levé 300 000 euros à l'époque. Donc là, c'est le même montant, c'est le hasard. C'était pas, mais bon, c'est grosso modo des montants d'amorçage. Mais là, c'était bien plus rapide, vraiment beaucoup plus rapide. J'ai trouvé sans mal, et je pense qu'en effet, mon expérience était le premier point et collait avec évidemment la vision que j'avais des petits franchises.
globalement, voilà, plus on avance, plus ça se passe mieux évidemment. Très bien, écoutez, merci Thibaut d'être venu présenter donc les petits Frenchies. Bon vent pour cette jeune start-up. Merci également Marie, Audrey d'être venue nous expliquer un peu mieux votre métier. J'espère qu'on a répondu à bon nombre de vos interrogations. Cette vidéo sera disponible en replay dès cet après-midi sur YouTube, Madines, les sites de la PCE et celui de la Tribune. Partagez-la autour de vous si vous connaissez des entrepreneurs que cela pourrait, et entrepreneuses que cela pourrait intéresser. Et on revient comme d'hab la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Startup. D'ici là, portez-vous bien. À mercredi prochain.